Donc je suis Bruno Bousquet. Alors moi je suis enseignant au département mesures physiques. Aujourd'hui je suis devant vous non pas pour vous parler d'actions conduites dans le département mesures physiques, mais pour vous parler d'une installation, d'un laboratoire de recherche sur le campus de l'IUT de Gradignan. Cette structure-là s'appelle l'Hightech. Et donc sans plus attendre, je commence par vous parler de ce qu'on y fait et je viendrai un peu plus tard sur qui on est. Donc j'ai fait ce choix. Alors ce qu'on y fait sur l'image de gauche, là, je vous montre un matériel de laboratoire qui ressemble vaguement à un microscope, etc. En réalité, ici, le message que je veux vous faire passer, c'est que dans ce laboratoire, on fabrique, on va dire de A à Z, des composants pour la photonique. Alors de A, ça veut dire qu'en fait, nous avons aussi des fours, du matériel de mise en forme des matériaux, des hôtes pour de la préparation de produits chimiques, etc. Et également, il va y avoir, donc c'est pas encore installé, une tour de fibrage. Donc ça, c'est une installation spécifique qui permet de fabriquer de la fibre optique. Donc ici, on fabrique des micro-composants. Donc c'est pourquoi ça ressemble à un microscope, c'est à l'échelle microscopique. On inscrit dans des matériaux des structures, des propriétés qui vont donner des fonctions pour les composants photoniques. Et donc ici, on est sur de l'utilisation du faisceau laser. Donc notre majeur, dans le terme photonique, il y a photon. Eh bien, nous sommes des physiciens du laser avec des chimistes des matériaux. Donc on a fusionné ces deux compétences. Sur la photo du milieu, je vous montre un exemple de dispositif de micro-capteur. Donc là encore, c'est de A à Z, c'est de la conception au départ. On imagine l'idée. Est-ce qu'un capteur va permettre de détecter quelque chose, une propriété, une composition chimique par exemple? Donc là, vous voyez un circuit aussi de fluidique. Eh bien, si on fait passer de l'eau à proximité d'un capteur optique, est-ce qu'on va pouvoir analyser la composition de cette eau, etc. Donc on est sur les propriétés vraiment de couplage entre l'onde lumineuse et son milieu environnant à des fins de sensing, donc de capteurs. Voilà ce que je peux dire ici. Et puis sur la partie de droite, c'est une simple illustration d'une des nombreuses techniques de caractérisation que nous avons. Alors les caractérisations, c'est on observe le matériau avant et après, ou le composant avant et après sa fabrication, ou pendant. Et donc là, l'exemple que je vous montre là, il s'agit d'un petit cube, un cristal, qui a reçu un tir laser et vous voyez au-dessus se développer un plasma. Donc c'est une technique d'analyse, une des nombreuses que nous utilisons sur la plateforme qui s'appelle la LIPS. Et c'est pour ceux qui aiment bien ça, la technique qui est utilisée aussi sur Mars pour analyser la composition des roches sur le sol martien. Voilà, donc qui sommes-nous Nous sommes donc un espace de recherche, je le qualifierais comme ça. Alors, administré par le laboratoire ICMCB, en termes de locaux, de règles. Donc je fais référence à une ZRR là, qui donne des règles particulières d'accès, évidemment. Et nous avons donc ici les salles de chimie, de laser, une Zoom Room, etc., qui constituent notre organisation. Alors, tout ça, là, je l'ai mis en bas de la planche. C'est dans le bâtiment 9A, sur le site de Gradignan, ici. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour venir nous voir. Alors, nous avons la particularité, c'est que c'est un espace collaboratif. Et nous avons aussi des collègues d'autres laboratoires. Donc, il n'y a pas que l'ICMCB sur le site. Il y a notamment des collègues de l'IMS qui travaillent également, qui ont leur manip, qui ont leur bureau. Merci. Et donc, nous faisons sous forme de projet collaboratif
une sorte de fédération de recherche sur le thème de la photonique. Évidemment, ça nous permet d'être aussi un lieu d'accueil, notamment pour des stages, pour nos étudiants. Donc c'est ça la partie un peu plus en lien direct avec notre campus de l'IUT, pour des initiatives d'innovation évidemment, et également pour des projets tutorés. Moi j'encadre actuellement un projet tutoré en mesure physique. Cette année j'ai fait le choix de déplacer du matériel du labo en mesure physique pour que les étudiants réalisent leur stage, mais on est en train de réfléchir à d'autres modalités où les étudiants en projet pourraient venir aussi dans une partie des locaux du LITech pour accomplir des actions de leur projet et interagir surtout avec les doctorants. Donc il peut y avoir une interaction vraiment très très efficace avec nos jeunes étudiants de l'IUT. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc merci de m'avoir permis de présenter ce qu'on fait au TechnoShop en termes de réalité augmentée. Donc je suis Jocelyn Sabatier, je suis enseignant-chercheur et je suis en G2I. Voilà, et puis je travaille aussi au TechnoShop. Et ce travail est mené chez nous donc par des spécialistes de RA et de VR qui sont Mathieu Fessel, donc le directeur du TechnoShop, François Miramont, Thomas Fauché-Sato. Quelle est la différence réalité augmentée et réalité virtuelle? Elle est expliquée ici. Donc la réalité augmentée, c'est la possibilité d'inclure en surimpression de notre réalité ce qui peut l'être, sous la forme donc soit visuelle, soit sonore. Donc vous en avez des exemples en haut ici, par l'intermédiaire soit d'une tablette, soit d'un smartphone, soit de lunettes. On vient rajouter de l'information, on vient rajouter des interactions sur une réalité. Et de façon un petit peu différente, la réalité virtuelle, elle crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. Et donc la réalité virtuelle crée en fait artificiellement des expériences donc, au niveau du toucher, de l'ouïe, de l'odorat. On en a un exemple ici. Généralement, la réalité virtuelle est menée avec des casques spécialisés. Et voilà, sur l'exemple qui est là, qui est un parachutiste, non seulement on lui rend une réalité visuelle en projetant par exemple des nuages qui défilent, mais on doit certainement lui appliquer des efforts sur les suspentes, peut-être du vent, peut-être des choses comme ça. Donc, nous, on va se limiter à la réalité augmentée. On peut faire aussi des choses en réalité virtuelle au TechnoShop et on a du matériel pour donc des casques, des capteurs, des poignées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous consulter à cet effet. Sachez également que donc on est au bâtiment 10A et au deuxième étage, il y a une plateforme dédiée à ces applications-là, avec quand même du matériel qui est assez conséquent. Donc on a un espace immersif et collaboratif, avec des écrans spécialisés, des lunettes pour se situer. Voilà. Un exemple de projet qu'on a eu à mener en réalité augmentée, donc c'était pour EDF, Framatome exactement, et pour la centrale du Blayais. Ce que vous voyez là, c'est un thermocouple, une réplique d'un thermocouple qui se trouve donc au niveau de la centrale. Et en fait, l'EDF avait la nécessité de former ses intervenants sur ces thermocouples de façon à ce qu'ils aillent le plus vite possible parce que ces thermocouples-là sont dans des zones pas très sympas et donc pour qu'ils aient le moins de doses possible, il faut aller très vite. Et donc il y avait une nécessité de pouvoir répéter en autonomie tout en étant guidé donc les gestes qui sont à faire pour intervenir sur ces thermocouple. On a commencé à faire une application en réalité virtuelle avec un masque et tout pour redonner une ambiance. Et puis on a simplifié l'application pour la transformer en une application en réalité augmentée. Pour ça, on a construit une maquette de ce thermocouple. On a intégré la CAO de cette maquette dans Unity. Unity permet la reconnaissance ensuite de cette maquette-là pour ensuite demander à l'utilisateur d'intervenir donc avec ses lunettes. Du thermocouple, quand on porte les lunettes, eh bien, le logiciel reconnaît la partie physique et vient réincruster donc de l'information avec lesquelles il est possible donc d'interagir. On peut aussi interagir directement
avec la maquette. Fort de cette expérience-là, il y a nos collègues donc, de GMP qui sont venus nous voir pour développer une application donc, pour leurs étudiants, pour apprendre aux étudiants à se servir d'une machine d'impression 3D SLM. Donc ça, c'est une machine qui travaille avec des poudres, donc qui normalement nécessite une problématique, de résoudre une problématique à tech. Et donc, l'intérêt de la réalité augmentée se justifie là, puisque en fait, avec ces lunettes-là, on va pouvoir faire des scénarios de mise en œuvre pour apprendre aux étudiants de se servir de la machine. Comme le casque, on le voit ici avec les petits symboles, communique en Wi-Fi. On va avoir un PC sur la machine et donc on va pouvoir faire remonter l'information qui vient de la machine et également avoir des interactions avec les actionneurs de la machine. Le PC étant relié à de l'électronique et à des actionneurs, l'électronique que l'on crée aussi. Et donc, voilà, ça permettra aux étudiants aussi de voir la pièce se construire au fur et à mesure, donc ce qui ne serait pas possible de façon assez simple si on faisait vraiment marcher la machine avec de la poudre. Voilà, en conclusion, nous pensons qu'il y a pas mal de potentialités pour des projets RA à l'IUT. Hein. J'en ai affiché un certain nombre, pourquoi pas se servir d'appareils électroniques. Là, pour les GE2I, il y a mon collègue Jean-Paul qui me disait l'autre jour, ils n'arrivent pas à se servir de l'oscillo. Why not? Des applications peut-être en JNIMECA pour voir le rendu de pièces, en info, hein, on voit une carte Raspberry là. Meca encore, peut-être pour apprendre à se servir de machines, génie civil, hein, pour voir le rendu d'un bâtiment ou de remonter des informations provenant de capteurs. On a eu une application qui était destinée à un service donc, de sécurité d'un bâtiment où en plus, en se déplaçant, ils avaient une remontée, une accentuation, disons, de l'existence d'instincteurs, des remontées d'informations capteurs, donc tout en se baladant dans le bâtiment. Voilà. Si on peut, on fera du RV la prochaine édition de ces journées. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter, je fais une thèse donc, sur l'esthétique industrielle et le droit. Et donc j'ai décidé de vous présenter une partie de mes recherches qui est assez spécifique, qui s'appelle donc l'esthétique industrielle du produit manufacturé, qui va être protégée par le droit d'auteur. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Bon, je vais citer un designer industriel qui s'appelle Raymond Loewy et qui nous explique que rendre un produit plus harmonieux, c'est faciliter son succès commercial. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un produit manufacturé? C'est un produit qui est fabriqué industriellement et qui résulte d'une transformation de matières premières. Pour faciliter le succès commercial d'un produit, il va falloir lui donner une esthétique industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esthétique industrielle? Il ne faut pas la confondre avec le design. Et c'est ce que je rappelle dans ma thèse. Le design, ça va être plutôt un processus de recherche. Comment on va rendre un produit qui est beau, fonctionnel et qu'on a envie d'acheter. Alors que l'esthétique industrielle, c'est le résultat de ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a sous nos yeux. Je vois l'ordinateur, il est fonctionnel, il est beau, c'est le résultat de ma création, c'est de l'esthétique industrielle. Donc en gros, l'esthétique industrielle, c'est des questions d'ornementation, de fonctionnalité et d'harmonie. Et c'est ça que le droit va venir essayer de protéger. Alors pourquoi le droit va le protéger? Et comment? Déjà, il va le protéger par ce que l'on appelle la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle? Un petit rappel, la propriété intellectuelle, elle va permettre de protéger les créations immatérielles. Ça veut dire que c'est ce que l'homme va inventer, c'est ce que l'homme va réfléchir. Et en l'occurrence, on a plusieurs domaines. Le dessin et modèle, le droit des marques et le droit d'auteur. Alors je vous ai mis deux exemples. Par exemple, une chaise. Là, vous voyez, elle a une esthétique industrielle, elle est harmonieuse, elle a une forme qui nous donne envie de l'acheter. Elle est ornementée, elle est protégée par le dessin et modèle. Ça veut dire qu'on protège la dimension 2D. Et à côté, on va avoir le fauteuil qui va être protégé par le droit des marques. Ça veut dire qu'on va aussi protéger sa forme à titre de marque 3D, c'est-à-dire le volume. Aujourd'hui, nous, on va se fixer sur le droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, toutes ces protections, elles sont cumulables pour nous protéger face aux concurrents. C'est-à-dire que si j'ai un concurrent qui va me copier mon fauteuil, je vais pouvoir l'attaquer en droit des marques, en droit d'auteur et en dessin et modèle. À quoi ça sert? C'est que je vais être indemnisé sur chacun de ces fondements. Alors, nous, on va vraiment se fixer sur le domaine du droit d'auteur.
Comment est-ce que le droit d'auteur peut protéger l'esthétique industrielle d'un produit manufacturé? Pourquoi? Parce que le droit d'auteur, normalement, c'est plus pour protéger la musique, la littérature, etc. Alors comment le droit d'auteur va aller chercher à protéger une chaise ou bien un urinoir? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Alors d'abord, le droit d'auteur, il peut protéger ce que l'on appelle l'art appliqué. Alors qu'est-ce que c'est l'art appliqué pour les juristes? L'art appliqué, c'est une création de produits réalisés avec une forme à la fois rentable, fonctionnelle et esthétique. Donc on revient aux critères de l'esthétique industrielle. Et finalement, quand on parle d'art appliqué, on va parler d'art appliqué à l'industriel. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on va avoir un objet qui va être créé pour être industrialisé qu'il ne peut pas être une œuvre au sens du droit d'auteur. Et c'est à ce moment-là que le droit d'auteur va se dire « Ok, mon urinoir, il peut nous paraître banal, mais finalement, il possède une esthétique industrielle, donc je peux le protéger. » Et comment, moi, le droit d'auteur, je vais réussir à le protéger? Je vais revenir à mes conditions. En droit d'auteur, il faut 2 conditions pour qu'une œuvre soit protégeable. Il faut la forme. Qu'est-ce que c'est que la forme? La forme, c'est le fait qu'un objet soit perceptible par nos sens. Une musique, je l'entends, elle a une forme. Un urinoir, je peux le voir, je peux le toucher, il a une forme. Ça, c'est pas un problème. Et l'originalité, en droit d'auteur, c'est le fait d'aller chercher l'effort créatif de celui qui crée quelque chose. On va parler d'empreinte de la personnalité. Comment est-ce qu'on va dire qu'il y a une empreinte de la personnalité pour un urinoir? C'est quand même un peu plus compliqué qu'une grande peinture. Eh bien, on va aller chercher ce fameux critère de l'esthétique industrielle. Oui, mon urinoir potentiellement peut être protégé par le droit d'auteur parce que derrière, il y a le travail d'un designer, il y a une forme, une fonctionnalité et une ergonomie. Un produit manufacturé, au sens du droit d'auteur, peut être une œuvre et c'est une œuvre d'art appliqué. Et ça, c'est un petit peu plus méconnu. Et dans ma thèse, je remets en valeur la notion d'esthétique industrielle qui est un véritable critère d'appréciation pour protéger un produit de nos concurrents. Mais il y a une seconde question qui se pose, et c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on va utiliser un produit manufacturé, on va le saisir, on va l'exposer par exemple dans un musée, et on va dire, ça vous voyez, je décide, moi artiste, dont Marcel Duchamp, avec son célèbre urinoir, je décide que ce produit manufacturé est une œuvre. Est-ce que le droit d'auteur peut répondre à cette question-là? Comment est-ce qu'il va dire? Pourquoi est-ce que le fait de poser un objet, un produit manufacturé quelque part, comment est-ce qu'on va pouvoir décider que c'est une œuvre au sens du droit d'auteur? Mon travail, c'est de réanalyser tout ce qui est la question du détournement. Le détournement d'un produit manufacturé, ça veut dire quoi? Il n'est plus dans un schéma industriel, il va devenir un objet culturel, c'est-à-dire un objet d'art. Et c'est là que le droit d'auteur va aller chercher nos fameuses conditions, vous les voyez là, sur la forme et l'originalité. Notre produit manufacturé, il a toujours une forme, on peut toujours le percevoir. Et l'originalité, en fait, on va aller la chercher dans la démarche artistique. On va dire l'esthétique industrielle, elle est représentée différemment. Elle n'existe plus pour être facilement exploitée dans l'industrie, elle existe pour représenter de manière conceptuelle qu'est-ce que c'est que l'exploitation industrielle. Et en ce sens, on va voir que ce critère-là d'esthétique industrielle va nous permettre de nouveau de protéger un objet qui est sorti de son contexte initial. Donc ça veut dire quoi? Le droit d'auteur, il connaît la protection d'un produit manufacturé quand il est à but tout simplement industriel, c'est une œuvre d'art appliqué. Et quand je vais détourner un objet banal, industriel, un téléphone, un ordinateur, un urinoir, que je vais l'exposer et qu'en tant qu'artiste, je vais le désigner en tant qu'œuvre, le droit d'auteur va dire « Très bien, on a toujours cette notion d'esthétique industrielle, elle est simplement détournée, mais pour autant, ça nous permet quand même de déterminer que cet urinoir est une œuvre, mais cette fois, c'est une œuvre de sculpture et on ne l'appréhende plus en tant qu'œuvre d'art appliqué. Donc le droit d'auteur, il a plusieurs rôles qui sont différents. Et il est là pour protéger les créations, soit face aux concurrents, soit face à d'autres artistes. Et en gros, c'est pour expliquer dans ma thèse qu'il ne faut pas délaisser cette notion et que c'est une notion qui doit être revalorisée et qui nous permet, nous, juristes, de mieux protéger les créations, quel que soit leur contexte. Merci.
Je m'appelle Patricia Balestra, je suis maître de conférence. J'enseigne dans le département génie biologique, donc sur le site de Périgueux, et je mène mes activités de recherche donc au sein de l'UMR Hainaut, à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, donc à Villeneuve-d'Ornon. Alors je vais vous parler d'une de mes activités de recherche qui porte donc sur le goût de souris dans les vins. L'objectif étant de comprendre donc les mécanismes qui conduisent à cette altération afin évidemment de mieux la maîtriser. Alors, je vais vous présenter ce qu'est le goût de souris et quelques résultats obtenus dans le cadre du projet BAG Région intitulé Mousy Wine, qui nous a permis donc de financer une bourse de thèse pour Pierre Mouly, donc thèse réalisée en co-tutelle entre la France et l'Allemagne. Donc les supervisors étaient Doris Raoult et moi-même. Alors, qu'est-ce que le goût de souris? Donc, le goût de souris, c'est une altération d'origine microbienne qu'on retrouve dans tout type de vin, des vins rouges, des vins blancs, des vins tranquilles ou bien des vins effervescents comme le champagne. À tout moment, elle peut apparaître au cours de la vinification, au cours de l'élevage ou bien même une fois le vin embouteillé. Alors, c'est une altération qui a été décrite dès la fin du 19e siècle. Donc, elle est décrite comme une flaveur du vin qui rappelle l'odeur émanant donc des cages de rongeurs mal entretenues. Alors, pourquoi s'intéresser à nouveau à cette altération? Tout simplement parce qu'elle est en recrudescence actuellement dans les vins qui sont élaborés avec peu ou pas de sulfite. Alors, une des caractéristiques du goût de souris, c'est qu'on ne le sent pas quand on hume le vin. On va le ressentir une fois qu'on a mis le vin en bouche, qu'il est mélangé à la salive. À ce moment-là, eh bien, les molécules responsables du goût de souris deviennent plus volatiles et elles peuvent gagner donc, la muqueuse olfactive. On parle donc de perception par voie rétronasale. Alors, restons quelques instants sur l'aspect sensoriel pour évoquer une deuxième caractéristique du goût de souris, à savoir que suivant les dégustateurs, eh bien, on va utiliser divers descripteurs. Évidemment, celui donc de l'odeur qui émane des cages de rongeurs, mais pas uniquement. Certains vont goûter un vin souricé et dire qu'il a le goût de la peau de saucisson, ou bien de la croûte de pain, ou bien popcorn, riz soufflé ou tout autre type de crackers. Alors, pourquoi autant de descripteurs? Sûrement parce qu'il y a plusieurs molécules impliquées. Il s'agit de N-hétérocycles. Vous les retrouvez donc ici, l'API, la THP et le THP. Il y en a au moins 3, mais peut-être d'autres à découvrir. Alors, une des caractéristiques de la THP, on a montré qu'elle était en équilibre entre la forme protonée et déprotonée ici. Cet équilibre dépendant du pH. Et c'est au pH de la salive, en fait, que la molécule devient volatile, prend cette forme, et c'est pour ça qu'on la sent en voie rétronasale. Alors, évidemment, quand on s'intéresse à ce type d'altération, il faut avoir des moyens de doser ces molécules. Le souci, en fait, c'est qu'il y avait bien des méthodes qui existaient, mais qui étaient devenues obsolètes avec l'utilisation de gaz notamment interdits. Donc, il a fallu, dès le début de la thèse, en fait, mettre au point des méthodes d'analyse, donc par SBSE, GCMS, donc c'est mon étudiant qui a mis au point les dosages des 3 molécules en fait dans des milieux modèles, et c'est un postdoc donc sous la direction de Gilles de Revel qui lui a mis au point les analyses dans différents échantillons de vin. Je pense que la méthode est encore perceptible et voilà. Alors, on va parler maintenant de l'aspect microbiologique. Donc, Pierre Mouly, une fois qu'il a travaillé sur l'aspect chimie, il s'est attaché en fait à caractériser les micro-organismes responsables en fait du goût de souris. Donc, il est parti de 25 vins souricés, donc ici, 20 échantillons en rouge, 5 en blanc, et il a donc isolé les micro-organismes qui étaient présents dans ces vins. Il les a isolés, identifiés. Donc, parmi les levures identifiées, il a montré que la majorité d'entre elles étaient des Saccharomyces cerevisiae et une autre grande partie était des Brettanomyces bruxellensis. Les Saccharomyces cerevisiae, vous connaissez, c'est la levure de boulangerie, c'est celle qui permet donc de faire la fermentation alcoolique des mous. Le Brettanomyces bruxellensis, c'est une levure d'altération connue par ailleurs pour la production d'éthylphénol dans les vins, donc c'est responsable de l'animalisation en fait des vins. Au niveau des bactéries, il a montré que la majorité des bactéries donc isolées appartenaient à l'espèce Nococcus.
Eunococcus sonei, et une petite partie à l'Antilactobacillus ilgardi. Eunococcus sonei étant une bactérie, elle aussi, considérée comme positive pour le vin, puisqu'elle fait la seconde fermentation des vins, la fermentation malolactique. Alors, il a testé ces souches pour leur capacité à produire du Goutsuri, et il a montré que seules donc, les souches Eunococcus sonei, Brettanomyces bruxellensis et Alilgardi étaient capables d'en produire, les autres souches ne l'étaient pas. Par ailleurs, considérant la prépondérance en fait, des différentes souches dans les vins souricés, eh bien, on peut affirmer qu'on tient là les acteurs principaux donc, de l'apparition de cette altération. Donc ensuite, on est parti de ces espèces-là et on est allé faire un screening en fait dans nos souches de collection. Et on s'est donc intéressé à différents groupes génétiques donc des B. bruxellensis, différents groupes génétiques des Eunococcus sonei. On a testé leur capacité à produire du Goutsuri. Toutes les souches testées en produisaient à des niveaux différents, comme vous pouvez le voir. La variabilité n'était pas due au groupe génétique, ça vient des souches en elles-mêmes. Donc il y a des souches qui manifestement peuvent être plus dangereuses que d'autres dans le vin, des souches plus à risque. Voilà, donc on a continué à travailler sur les micro-organismes, notamment sur les interactions microbiennes. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de tout vous détailler. Alors, donc à moyen terme, notre objectif, ça va être d'élucider en fait les voies de production des N-hétérocycles du goût de souris. Alors, on ne part pas de rien, il y a des voies hypothétiques qui nous indiquent que le goût de souris serait produit à partir d'acides aminés présents dans les vins, donc la L-lysine et la L-ornithine. Donc, à nous de mettre au point maintenant les manips pour pouvoir aller vérifier tout cela. Et puis, les vins souricés sont présents, effectivement, sont en recrudescence, mais néanmoins, tous les vins ne sont pas souricés. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a des vins qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut comprendre les facteurs qui sont prépondérants. Donc, certains ont déjà été mis en avant. Nous, on travaille maintenant là sur les interactions microbiennes, mais il y a des travaux donc, à continuer de ce côté-là. Voilà, donc notre objectif à terme, c'est évidemment de pouvoir proposer en fait pour la profession des tests de détection moléculaire des souches microbiennes à risque, celles qui seraient effectivement très productrices du goût de souris, et des dosages de précurseurs clés, précurseurs qui seraient vraiment prépondérants pour le développement de l'altération. Voilà, je vous remercie. Bonjour, moi c'est Hamza Alam. Je fais différemment par rapport aux collègues. Je n'ai pas de présentation, c'était juste pour me présenter. On en a discuté avec Laurent et on a convenu que c'était une bonne idée. J'ai fait ma thèse à Marseille, dans un laboratoire qui s'appelle l'IUSTI, Institut universitaire des systèmes thermiques et industriels. Et c'est là où on a travaillé sur le béton que vous voyez en haut à gauche. Donc, ce qu'on fait, on rajoute des fibres dedans, on change un peu sa recette, et l'ajout de ces fibres permet de créer un lien entre le poids qu'il va supporter et des propriétés électriques du matériau. Et donc, ça nous permet, avec une simple mesure électrique, de suivre la santé du matériau. C'est l'idée un peu de ce qu'on appelle le béton intelligent. Après, donc, j'ai été recruté en maître de conf en région parisienne, l'ancien Paris 12, qui s'appelle maintenant Université Paris-Est Créteil. Et comme j'avais un peu plus de liberté, j'ai décidé de m'intéresser aux matériaux géosourcés, justement, pour leur faible empreinte carbone. Et donc, des constructions en terre crue, vous savez maintenant, avec la nouvelle loi dans la RE 2020, on est obligé de réduire l'empreinte carbone de nos constructions. Et donc, le développement de structures avec l'intégration de la terre et d'autres matériaux biosourcés, ça devient important. Je me suis intéressé à beaucoup de tests de caractérisation de ce type de matériaux. Et donc, l'idée, justement, c'est de finalement faire le lien, ici à l'Université de Bordeaux, donc rendre les matériaux biosourcés ou géosourcés ou en tout cas à faible empreinte carbone, les rendre intelligents en essayant de reproduire un peu la même démarche. Les défis scientifiques ne sont pas les mêmes, comme forcément le matériau il change énormément. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire pendant mon séjour ici. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Marwa Brahim, je suis maître de conférence en génie des procédés et j'exerce ma recherche au sein de l'UMR EPOC, plus précisément l'équipe LPTC. Alors, dans le cadre de nos travaux de recherche, on s'intéresse essentiellement au rejet dans la nature des eaux traitées donc, par les stations d'épuration.
Il faut savoir que bien que ces dernières aient subi plusieurs traitements, qu'ils soient primaires, secondaires, voire tertiaires dans certains cas, on retrouve dans les eaux rejetées dans l'environnement encore des micropolluants organiques. Et donc c'est une grosse problématique. Heureusement, il y a un cadre législatif et justement dans le cadre de la révision du cadre de la directive cadre sur l'eau en juillet 2024, il a été énoncé que d'ici 2045, il faudra obligatoirement instaurer un nouveau traitement, dit traitement quaternaire, dans l'objectif d'exterminer ces micropolluants, notamment pour les stations qui sont dédiées à des flux de traitement de plus de 150 000 équivalents habitants, mais également ça pourrait être obligatoire pour des stations de 10 000 équivalents habitants en fonction de l'étude de risque qui est réalisée. Alors, effectivement, cette pensée sur de nouveaux procédés nous amène à investiguer de nouveaux procédés et dans notre cadre d'études, on s'est intéressé à un procédé en particulier, les ultrasons, dans une perspective de couplage par la suite par des procédés d'oxydation avancée. Donc on parle de procédés hybrides. Alors les ultrasons, c'est quoi? Les ultrasons, bien évidemment, comme vous pouvez l'entendre, ce sont des ondes sonores qui sont du coup caractérisées par leur fréquence et qui peuvent générer des vibrations mécaniques dans le matériau dans lequel ils passent. Alors nous, on va s'intéresser à des fréquences en particulier. On va parler d'ultrasons de puissance, c'est-à-dire des ultrasons dont la fréquence varie entre 20 et 100 kHz, parce que ce sont les ultrasons à l'origine de phénomènes de cavitation et aussi qui sont suffisamment puissantes aussi pour générer des réactions de sonochimie. Alors, c'est quoi la cavitation ? La cavitation, en fait, il faut savoir que les ultrasons, comme toute onde, va se déplacer dans le matériau qu'elle traverse suivant des cycles de compression et de raréfaction. Et donc, pendant ce cycle de haute et basse pression, il y a de bulles d'air, tout simplement, qui vont se former. Ces bulles d'air vont subir une expansion et vont absorber de l'énergie jusqu'à un certain seuil où elles ne peuvent plus absorber plus d'énergie. Et c'est là qu'elles implosent violemment et elles vont générer localement ce qu'on appelle the hot point, ou le point chaud tout simplement, caractérisé par des paramètres physico-chimiques extrêmes. Alors, à titre d'exemple, pour une fréquence de 20 kHz à laquelle on travaille dans le cadre de notre étude, on peut atteindre des températures de 5000 Kelvin qui avoisinent la température de la surface du Soleil et une pression de 2000 atmosphères qui est la pression des profondeurs des océans. En plus de ces phénomènes physiques, on a un phénomène mécanique qui peut être généré suite à des micro-écoulements de jet qui peuvent atteindre une vitesse extrême de 280 mètres par seconde, qui pourrait bien évidemment impacter tout matériau ou molécule présente dans le milieu. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude en particulier qui a été réalisée au sein de notre équipe et qui a fait l'objet d'une publication l'année dernière dans le journal Environmental Science and Pollution Research, et donc qui a porté sur la dégradation de 3 molécules en particulier. Alors on va rester sur le thème du vin, vu que ce sont 3 pesticides utilisés pour la vigne. Alors on a l'azoxystrobine, qui est un fongicide, la méthoxyphénoside, insecticide, et la propyzamide, qui est plutôt un herbicide. Les essais de dégradation ont été réalisés suivant un plan composite centré, faisant varier 2 facteurs, la puissance et la durée du traitement, et on a choisi quelques indicateurs de performance, notamment le pourcentage de dégradation, la formation de H2O2. On a également modélisé par surface de réponse nos résultats et on a fait une petite évaluation énergétique du procédé. Alors, le dispositif utilisé, il est schématisé ici. Il faut savoir qu'il existe plusieurs équipements. Si on veut vraiment optimiser l'utilisation des ultrasons en puissance, on va opter pour un système de sonotrode. Donc ici, on a un transducteur connecté à une sonotrode avec un régulateur et notre solution de pesticide est tout simplement présente dans un réacteur double enveloppe. Alors, pour les résultats principaux, là, on va parler en termes de pourcentage de dégradation. On a une évolution donc, de cette dégradation en fonction des puissances utilisées. Bien évidemment, on a pu observer une amélioration
de cette dégradation en augmentant la puissance. On a vu que cet effet ou l'importance de cet effet dépendait beaucoup de la nature de la molécule. Et pour finir, on a pu même atteindre un niveau de dégradation maximale, une quasi-totalité de la dégradation, grâce à un traitement ici qui a duré 30 minutes à 140 watts. À l'issue des résultats, on a également pu modéliser tout l'ensemble de nos résultats par surface de réponse. Alors vous pouvez le voir, on n'a pas d'optimum absolu. Mais par contre, ces résultats nous ont permis d'avoir un modèle mathématique prévisionnel avec un coefficient de détermination de 0,9 qui reste plutôt correct pour quelque chose de prévisionnel. Donc ce modèle nous permet, pour des modalités auxquelles on n'a pas réalisé les essais, de prévoir le pourcentage de dégradation associé. Ensuite, vous pouvez voir également une évaluation énergétique des procédés. Donc cette évaluation nous a permis aux différentes puissances d'évaluer le coût énergétique nécessaire à la décontamination du coup d'un mètre cube de milieu contaminé par les pesticides en question. Et on a vu que ce coût énergétique était drastiquement du coup réduit grâce à un passage de 80 à 140 watts. Donc il est réduit d'un facteur 3,3 par exemple pour l'azoxystrobine, 2,6 pour la méthoxyphénoside et 2,4 pour la propyzamide. Et donc on a pu en conclure que le fait que certains traitements à haute puissance pouvaient être très efficaces réduisait le coût énergétique nécessaire au traitement par la suite. Donc ces études restent à affiner bien évidemment. Merci encore Marois. Merci à vous. Bonjour. Donc effectivement, on revient présenter le Fab Lab. C'est vrai qu'on est toujours là, mais il évolue. Alors, donc on vous voyait un peu les sponsors. Effectivement, en plus, il y a des choses qui se sont enrichies au fur et à mesure. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc le Fab Lab existe maintenant depuis 10 ans. Notre spécialité, c'est d'accueillir tous les publics internes et externes à l'université de 10 ans à peu près à 90 ans. On a aussi bien des stagiaires 3e que des chercheuses, que on va avoir aussi des artistes, on va avoir des entrepreneuses, des entrepreneurs, des choses comme ça. Et on accompagne les gens pour qu'ils fassent leur projet. Et leur projet, ça peut être de la déco de Noël comme une expérience scientifique. Donc vous voyez l'équipe. Amida Alilas est actuellement effectivement la présidente de l'association. C'est une association au départ de l'IUT créée ici et qui est devenue un objet université. Et on va essayer de vous présenter dans ce temps assez court. Alors d'abord, effectivement, on n'est pas seul. On a quand même pas mal de bénévoles. On a des ingénieurs retraités. On a tout un tas de gens qui effectivement viennent nous aider. Et du coup, ça crée des dynamiques assez sympathiques. Donc vous voyez, on accueille aussi beaucoup de stagiaires de la 3e au master, comme on disait, et avec Jean-Baptiste, on est là quasiment tout le temps, lui à temps plein et moi à 80% pour vous accompagner pour tout ça. On a aussi, alors là vous voyez un petit peu les machines, donc imprimante 3D, découpe laser, bientôt de nouvelles machines, une nouvelle découpe laser, quelques postes informatiques et il va falloir attendre quelques semaines qu'on les configure, mais de quoi faire un peu d'intelligence artificielle, notamment génération d'images ou des choses comme ça. Donc les projets, pour vous présenter, pour que vous voyez un petit peu le type de projet qui est fait, là c'est un tout petit échantillon. Il y a une exposition qui est en cours avec l'Institut de mathématiques, avec Xavier Caruso qui est chercheur là-bas, voilà, où on a illustré 14 théorèmes mathématiques. Ça donne des expositions, mais aussi des interventions auprès des scolaires et donc de la médiation. Le capteur Thermobibli, par exemple, ça c'était pour un besoin de l'université. Les réserves de livres anciens de la fac de médecine n'avaient plus de système de suivi, puisque c'était des systèmes analogiques et que l'on ne fournit plus le matériel pour les continuer. Donc nous avons proposé de développer des solutions où on maîtrisait les données, parce qu'il y avait bien des solutions effectivement électroniques, informatiques sur le marché, mais ça passe par des entreprises dont le droit ne
permet pas, voilà, parce que si c'est aux États-Unis par exemple, eh bien les données, ça ne répond pas à ce que l'on attend de nous ici. Et de toute façon, pourquoi faire transiter des données par les États-Unis quand on peut nous avoir tout en local et faire travailler des étudiantes et des étudiants sur plusieurs années pour faire ce travail-là. Et on a développé le capteur, il fonctionne, et donc de A à Z, de la fabrication des capteurs ici jusqu'au traitement des informations, c'est sur nos serveurs et c'est en local que ça fonctionne. Et tout ceci, c'est de l'open source et de l'open hardware. Donc on partage effectivement le code et chez nous, c'est un peu ce qui est central. Peu importe le projet, on essaie de motiver les gens pour documenter. D'ailleurs, on fait un petit peu de recherche, on participe à de la recherche en pédagogie là-dessus. On a fait une ANR, on vient de terminer une ANR, il y a eu le colloque qui s'est passé en partie ici sur la transmission à travers la documentation dans les Fab Labs et les tiers-lieux de ce type. Et ensuite, voilà. Donc un autre type de projet, le RoboGomet, ça c'est du pédagogique. Donc on a Thierry Bombardier, que certains connaissent ici, un ancien enseignant donc de GMP qui a développé et qui continue à développer ce robot. Donc ça permet à des étudiantes et des étudiants à la fois de travailler au développement, de travailler à la pédagogie et de l'appliquer, puisqu'on fait des ateliers vacances. Le projet Serpent aussi, c'est un projet en collaboration avec les conservatoires ici sur le territoire, donc Gradignan, Bordeaux et Mérignac. Nous fabriquons des instruments imprimés en 3D qu'ils peuvent utiliser dans les conservatoires. Ça coûterait dans les 10 000 € normalement l'instrument. Là, on les sort à 50 € et on en profite pour former les élèves des conservatoires à la CAO pour qu'ils dessinent leurs instruments et qu'ils les impriment en 3D ou des morceaux d'instruments au Fab Lab. Voilà, donc pour terminer, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des besoins, des projets, qu'ils soient internes ou externes, qu'ils soient de recherche ou personnels ou beaucoup plus exotiques. Nous sommes ouverts au public de 10h à 18h du mardi au vendredi dans le bâtiment qui est à côté de la DSI, là juste sur le territoire. Et je voudrais surtout remercier le soutien de l'IUT et de l'université parce qu'on bénéficie vraiment de beaucoup de bienveillance et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire fonctionner, à faire toutes ces choses avec un aussi petit lieu et une aussi petite effectivement structure. Voilà. Depuis 10 ans. Donc effectivement, je m'appelle Guillaume, je suis maître de conf en sciences de l'information et de la communication et je travaille notamment sur la question de la place et du rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche face à la crise écologique et je me suis dit que j'allais vous présenter là un article récent que j'ai publié avec ma collègue Léa Sébastien de Toulouse sur les discours d'inaction climatique au sein de la communauté scientifique. Alors d'abord, un constat général sur lequel se basent mes travaux, c'est le constat d'une catastrophe environnementale massive, pas la peine que je détaille, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions globalisées qu'on a un petit peu évoquées. Juste pour vous donner une idée du niveau de dégradation, là, juste quelques termes employés dans un article récent qui fait le point sur 35 indicateurs de santé du système Terre et qui nous dit que la vie sur la planète Terre est à l'état de siège, qu'on est face à une menace systémique et existentielle. Et l'article conclut en disant qu'il est du devoir moral de nous, scientifiques et de nos institutions, de clairement alerter l'humanité sur cette menace existentielle et de faire montre de leadership, en tout cas d'exemplarité dans la manière d'agir. Et ces mots-là, ce n'est pas des mots qui sont issus d'un seul travail, mais c'est des mots qui sont complètement consensuels sur le sujet, puisque on les trouve tels quels dans le dernier rapport du GIEC, qui nous dit le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Il y a une fenêtre d'action qui se referme très rapidement pour arriver à sécuriser un futur vivable. Voilà donc le niveau de dégradation dans lequel on se trouve. Et par ailleurs, deuxième point de contexte, arriver à limiter le désastre, c'est entreprendre des actions de transformation de nos organisations sociales qui sont absolument massives. Donc là, juste cette courbe-là qui est classiquement utilisée, qui montre un petit peu l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de 1950 à nos jours, et ensuite la courbe qu'elle devrait suivre si on voulait respecter l'accord de Paris. Donc c'est-à-dire une diminution absolument drastique, urgente et massive dans un monde dont le mix énergétique
énergétique repose à 85% sur les énergies fossiles. Donc cette transformation majeure, à peu près, c'est 10% par an, hein, la baisse des émissions nécessaires au niveau mondial. Le plan du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche nous demande de faire 5% par an à nous, au sein des universités, avec un minimum de 2% attendu. Et cette baisse, elle est absolument énorme, et elle fait dire, donc les termes qui sont employés pour en parler, je vais juste citer le plan de formation des agents publics à la transition écologique, donc ce qui nous concerne directement. Ce plan de formation des agents, son cahier des charges nous dit la neutralité carbone doit être atteinte vers 2050. Cela implique des transformations inédites par leur ampleur de tous les systèmes énergétiques, les systèmes alimentaires, les systèmes industriels, etc., mais aussi les modes de vie. Et ils vont encore plus loin, ils nous disent que cette transformation historique et mondiale doit impliquer des changements fondamentaux dans le fonctionnement de la société, y compris des changements dans les valeurs sous-jacentes, les visions du monde, les idéologies, les structures sociales, les systèmes politiques et économiques et les relations de pouvoir. Et là, c'est aussi des mots consensuels, puisque ce sont aussi des mots qu'on retrouve dans les rapports du GIEC ou de l'IPBES. Donc autant dire que, bon, du point de vue de cette transformation absolument radicale et urgente qui est nécessaire, on peut affirmer qu'on est face à une inaction à peu près complète dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, et comme dans le reste de la société par ailleurs. Il ne s'agit pas de pointer du doigt spécifiquement l'enseignement supérieur et la recherche. Donc je ne vais pas développer cette affirmation-là qui est assez développée en littérature. Simplement, j'en dis que si on peut observer des formes d'engagement forts et sincères au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, des institutions très intéressantes comme Labo 1.5, des engagements d'université, l'UB qui fait l'Institut de transition, etc. Au final, c'est juste l'écume des choses, et en réalité, quand on regarde les chiffres, on n'observe pas du tout de diminution de l'empreinte matérielle, de l'empreinte énergétique, de l'empreinte carbone, de l'activité scientifique et des universités, et on observe au contraire des résistances structurelles extrêmement fortes face à toute proposition de transformation profonde. Et c'est justement sur ce sujet-là que j'ai travaillé avec ma collègue Léa Sébastien, où on a essayé, dans une approche de sociologie, de comprendre une partie des raisons, des résistances de l'enseignement supérieur et de la recherche à la transformation, en étudiant les discours de justification qui sont apportés par les collègues, les arguments qui sont utilisés pour mettre à distance les discussions autour de la transformation écologique. Et donc à partir d'entretiens, de questionnaires, d'observations de terrain faites à Toulouse et à Bordeaux, on a confronté les arguments des collègues à un cadre qui est assez classique sur le sujet, qui est le cadre des discours d'inaction climatique, le Discourses of Climate Delay, qui est un cadre proposé par Lamb et ses collègues là, en 2020, et qui catégorise les discours d'inaction climatique en 4 grandes catégories. Donc il y a 12 discours, mais en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est le fait de rejeter la responsabilité. C'est pas à nous d'agir, c'est la Chine, les gros pollueurs, qu'ils agissent d'abord. Deuxième catégorie, le fait de pousser des transformations qui sont non transformatives en fait. Oui, on fait quelque chose, on a remplacé, on a mis des LED durables là pour l'éclairage. On est passé à l'éclairage au LED. Troisième grand type grande catégorie de discours d'inaction, le fait de pointer du doigt les inconvénients des mesures de transition. La taxe carbone, ça va être de la casse sociale terrible, les plus pauvres ne pourront pas supporter ça. Et dernière catégorie, le fatalisme, qui consiste à dire bon, c'est foutu, de toute façon on n'y arrivera pas, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de dire que ces discours n'ont pas une forme de légitimité dans certains contextes, mais de dire que pris ensemble, ils forment une forme de verrou culturel qui empêche de penser de manière lucide les transformations nécessaires. Et donc, on a appliqué ce cadre-là au discours qu'on a recueilli parmi les collègues. Et en fait, très rapidement, la première chose qu'on montre, c'est que ces discours-là, ces 12 discours, ils se retrouvent de manière parfaitement identique dans les couloirs des universités. D'accord ? Il n'y a pas un régime d'extériorité des scientifiques qu'il faudrait plus écouter que les autres parce qu'ils sont plus proches des dégâts, etc. On retrouve les mêmes discours adaptés à la vie des laboratoires. Donc je passe très rapidement, mais si on arrête de prendre l'avion, on va baisser dans le classement de Shanghai. Oh, mais les émissions de la photonique, par exemple, c'est absolument peanuts par rapport aux émissions du ciment. Voilà. L'individualisme aussi. Bon, si chez vous, vous voulez manger végétarien, très bien, mais vous n'allez pas l'imposer à tout le monde en mettant des menus végétariens au labo. Voilà. Tout ce genre de discours-là, d'inaction climatique, qui sont extrêmement présents. Ce n'est pas la chose la plus intéressante. La chose la plus intéressante, c'est de voir qu'il existe un certain nombre de discours d'inaction qui sont spécifiques à notre communauté.
Les 2 premiers, je passe parce qu'ils ne sont pas forcément intéressants. Les 3 autres, enfin si, mais bon, j'ai pas le temps. Les 3 autres, il faut un petit système. Le premier, c'est l'idée de la défense de la liberté académique. Personne ne devrait empiéter sur la liberté scientifique, et donc les mesures de taxe, enfin, pas de taxe, mais de réduction des activités en fonction de leur coût carbone sont inacceptables. L'idée de neutralité aussi. On dit prendre des mesures importantes pour les questions environnementales, ce serait attenter à la neutralité de la recherche. Et le dernier, la science sacrée, l'idée qu'il faudrait en quelque sorte sanctuariser l'activité scientifique parce que c'est un bien en soi, c'est un bien pour l'humanité. Qui mettre un frein, ce serait se couper de la possibilité de miracles qui nous permettraient de nous sortir de l'ornière climatique par exemple. Voilà. Donc ce qu'on en conclut, c'est qu'il y a une espèce de noyau de représentation de la science, de sens commun, qui est très fort parmi les chercheurs et les chercheuses. L'idée qu'on serait face à une science libre, neutre et nécessairement bonne, qui mérite d'être interrogée, parce qu'en fait, ces idées-là, elles vont complètement à l'encontre de tout ce que dit la philosophie des sciences. Évidemment, la science n'est pas libre, la science réellement existante, elle est pilotée par les intérêts économiques, etc. La science n'est pas neutre, des valeurs, il y en a à tous les moments de la pratique scientifique. Au moment de l'application de la méthode, on peut avoir une application systématique et objective, mais il y a des valeurs à tout moment. Et évidemment, le bien n'émerge pas naturellement de la science. La simple formulation nous fait bien voir que ça ne veut rien dire. Il n'existe pas une science, mais des activités scientifiques ancrées dans le monde. La conclusion, c'est qu'on invite, on incite, on pense qu'il serait important que tous ensemble, les chercheurs et les chercheuses, prennent le temps de s'arrêter et de questionner leur représentation de l'activité scientifique au vu de la catastrophe écologique en cours. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Paul Guillet, je suis donc enseignant en Géo2I, je fais ma recherche au laboratoire IMS. Et là, je vais vous présenter vraiment mon activité de recherche, et le but c'est de vulgariser un petit peu cette thématique. Donc en réalité, moi je travaille sur un domaine des ondes électromagnétiques qui est le moins connu. En fait, tout le monde connaît les ondes visibles, les UV, tout le monde connaît les infrarouges, les ondes radio, voilà. Tout le spectre électromagnétique est connu par le grand public, mais mis à part quelques-uns peut-être dans la salle, mais je pense que dans la rue, si on fait un sondage, il n'y aura personne qui connaît les ondes terahertz. Et moi, je travaille là-dessus. Alors, la raison pour laquelle c'est pas connu, c'est parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'on est capable d'émettre ou détecter ce genre d'ondes. Donc, on savait depuis longtemps qu'il y avait cette bande de fréquences qui devait exister entre les ondes radio et l'infrarouge. Mais ça fait qu'une vingtaine d'années, grâce à des lasers impulsionnels, qu'on est capable de faire des systèmes dans des laboratoires. Ça reste très coûteux. Et ça fait que quelques années, que peut-être 5-6 ans, qu'il y a des systèmes à quelques milliers d'euros qui peuvent fonctionner. Donc dès l'instant où il y a des systèmes de ce genre qui existent, évidemment, il y a des applications nouvelles qui se développent. Donc évidemment, il y a la 6G, la 7G qui va venir sur cette thématique. C'est pas ce qu'on fait nous. Nous, ce qu'on recherche, c'est de regarder dans quelle mesure ces ondes, on peut les utiliser pour analyser la matière. Comment elles interagissent avec la matière et comment on peut les utiliser pour, par exemple, regarder dans des objets. Donc ça veut dire que c'est une activité de recherche qui va être assez transversale. Il y a une partie de mon activité où je vais être vraiment dans des choses transverses, transdisciplinaires, où je vais essayer de voir comment ces ondes peuvent être utiles dans d'autres domaines. Il y aura une partie de l'activité où on fabrique les machines, parce qu'elles ne sont pas dans le commerce, on ne peut pas acheter des systèmes comme ça tout près, donc il faut fabriquer notre propre machine. Et puis il y a une activité plus amont où on va vraiment fabriquer des parties technologiques, des guides d'ondes, des choses qui manquent, des sources pour les mettre en œuvre. Voilà. Donc je vous montre quelques exemples. Donc ça c'est un exemple d'application que j'ai fait il y a 5-6 ans sur une mesure de peinture. Donc voilà, c'est un exemple d'application dans l'art, où on utilise les ondes pour voir à travers une peinture et détecter des défauts. Et on a travaillé avec des restaurateurs pour analyser la peinture et ensuite la restaurer. Un autre exemple pour l'aéronautique. Les matériaux composites dans l'aéronautique, pour les contrôler, il y a certaines limites en fait, aux méthodes actuelles. Et avec les ondes terahertz, on a montré la capacité à voir à travers ces objets en 3D et détecter des défauts. Et une dernière application, un exemple d'image où on voit, c'est juste pour illustrer typiquement ce qu'on peut obtenir comme résultat. Vous voyez une image qui a été faite avec ce genre de rayonnement.
Donc voilà quelques exemples. Évidemment, il y a plein d'autres applications que je ne veux pas vous détailler, mais en gros, il y a des choses sur l'art, la santé. On a eu 2 thèses sur le cancer du sein avec Bergonier, l'alimentation, le patrimoine, le génie civil. On a des applications avec l'I2M sur des matériaux. Donc voilà, beaucoup d'applications transdisciplinaires. Ensuite, si on regarde plus en détail comment ça marche, eh bien, on va avoir beaucoup de travail sur le traitement de données. Évidemment, un système de ce genre, ce n'est pas juste une image qui donne, c'est des données 3D complexes, temporelles, fréquentielles. Et donc, pour obtenir des images, il y a de l'analyse de données, il y a des problèmes inverses, il y a de l'IA, de l'imagerie computationnelle. Voilà, il y a tout un tas de recherches qui peuvent être vraiment très signales. Et dernière partie, c'est la partie plus, on va dire, composant, ou vraiment hardware. Et là, cette fois-ci, on travaille sur des blocs technologiques. Donc, c'est de la microélectronique. Ça va être des choses liées à la photonique. Par exemple, une thèse sur les guides d'ondes dans le domaine du terahertz. Il y a des travaux sur des antennes qu'on conçoit. Parce qu'évidemment, dès qu'on explore une nouvelle bande de fréquences, on arrive, il n'y a rien, quoi. Déjà, si on a une source, un détecteur, on est content. Mais ensuite, les guides d'ondes, il n'y a pas. Si on veut fabriquer des caméras, pareil, c'est très complexe. Donc, il y a des travaux sur là que j'ai actuellement, en collaboration avec les États-Unis, sur les sources. Donc, l'idée de fabriquer une source avec 1000 émetteurs pour faire de l'imagerie rapide. Et aussi beaucoup de choses en lien avec la microélectronique, avec des composants, on va dire, à plus bas coût, semblable à ce qu'il y a dans la microélectronique. Donc voilà, c'est une activité avec beaucoup d'allers-retours, on va dire, entre des choses plus basiques, en sciences plus fondamentales, des choses plus intégration et des choses transversales. Et c'est plus les aspects transversaux, évidemment, qui peuvent être intéressants dans une réunion comme ça. Donc on a vis-à-vis de certains collègues de l'université, avec l'I2M notamment, des choses qu'on fait de façon transverse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut facilement collaborer en dehors de notre champ disciplinaire. Voilà, donc quelques exemples également ici de matériaux composites, d'exemples d'images également, dans lesquels on est capable de voir à travers des objets. Il y a évidemment des applications de sécurité aussi, beaucoup, avec la capacité de voir sous les vêtements, donc détecter des armes ou des objets derrière des tissus. Il y a des applications, comme j'ai dit, en santé, sur l'analyse de tissus cancéreux sans utiliser de marqueurs. Actuellement, pour le cancer du sein notamment, ça prend 24 à 48 heures pour savoir si l'opération s'est bien passée, on va dire, et qu'il n'y a pas besoin de deuxième opération. Et avec l'imagerie terahertz, on a montré qu'on était capable de détecter les marges autour des zones cancéreuses sans avoir besoin, on va dire, de faire tout un processus qui prend du temps. C'est pas encore au point, mais à terme, on espère que ça puisse être utile pour faire du diagnostic directement pendant l'opération. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait. J'ai juste mis aussi quelques petites photos pour parler de quelques projets pédagogiques, notamment avec Bruno Bousquet ici. Il y en a ce projet lié à la réalité augmentée pour l'apprentissage de l'optique, qui se fait aussi avec mesure physique. Aussi une présentation de diverses activités, de projets qu'on a actuellement, de projets région, sur l'apprentissage de l'usage de l'oscilloscope avec l'intégration de smartphones, développement d'applications et de systèmes, on va dire, mixtes pour faire des systèmes d'apprentissage en utilisant la technologie et en mêlant ça avec des chercheurs en pédagogie. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Bonjour, donc c'est des travaux qui ont été réalisés au département Sciences et Génie des Matériaux avec le soutien du laboratoire EPOC. Donc ces travaux sur l'inox concernent les interactions inox-aliments et rentrent dans un projet plus global qui s'appelle RescoSafe sur la sécurité et la santé collective, notamment piloté par les cuisines centrales et qui est financé par la Fondation de Bordeaux. On va commencer juste, avant de rentrer dans les analyses, expliquer ce que c'est que l'inox. Donc l'inox, c'est un alliage à base de fer et de chrome. La protection contre l'oxydation est apportée par une couche d'oxyde de chrome qui se forme en surface. D'ailleurs, si vous laissez trop longtemps votre casserole et qu'elle change de couleur, la couche s'épaissit. C'est pas très bon parce qu'elle se fissure et ça devient moins résistant. Donc il faut éviter ça.
Donc ensuite, alors d'ailleurs, ces aciers inoxydables, fer et chrome, ils sont magnétiques et c'est ceux que vous pouvez utiliser sur vos cuisines à induction. Sinon, ça ne marche pas. L'autre type d'inox que l'on utilise, c'est l'inox qui contient du fer, du chrome et du nickel. Et cette fois-ci, lui, il est amagnétique. Il marche pas sur les cuisines à induction. Donc je vous ai expliqué pourquoi il était inoxydable par cette couche d'oxyde de chrome. En fin de compte, il n'est pas toujours inoxydable et vous avez une photo là sur la droite où on voit qu'il a rouillé. Hein. Donc il est aussi, les inox sont oxydables dans certaines conditions. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe en milieu alimentaire ? Alors, dans un travail de recherche, on démarre toujours par une recherche bibliographique. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par un étudiant de 2e année dans les fameuses SAE que l'on a maintenant dans nos buts, de faire le point sur la biblio. Et si vous regardez cette fresque de recherche bibliographique, les travaux sur les interactions inox-aliments datent au départ des années 70. En fin de compte, c'est l'époque où on a commencé à beaucoup utiliser, enfin pour les plus anciens comme moi, à utiliser les inox dans la cuisine au détriment de l'aluminium et de la fonte. Voilà. Et puis, si on regarde après les années 2000, il n'y a plus grand-chose de recherche sur ces études-là. En fin de compte, à cette époque-là, donc l'inox était bien utilisé. Et puis, on a commencé petit à petit à remplacer l'inox pour certaines applications par les plastiques. On arrive dans les années 2015 et on se rend compte que les plastiques, c'est pas si fantastique que ça non plus. Ça crée des déchets évidemment, mais en plus il y a toute la libération de perturbateurs endocriniens qui passent dans les aliments. Et donc à cette époque-là, la biblio repart sur l'étude de l'inox parce que on s'est dit, il y a la loi Egalim qui est arrivée en 2018 et qui nous dit, on va arrêter l'utilisation du plastique. Et les matériaux de substitution, ce sont ceux qu'on connaît, entre autres l'inox, mais aussi le verre et la céramique. Et par contre, il y a des recommandations, et les recommandations demandent de refaire à nouveau des études pour étudier les phénomènes de migration. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'éléments métalliques, fer, nickel, chrome, dans les aliments. Et c'est le travail qui a été fait. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Ça c'est tiré de la littérature. Ce que je vous demande de regarder, c'est les petites barres là qui montent. Et sur l'axe des abscisses, vous avez différents éléments, de la pomme au citron. Ce qui change, c'est l'acidité du milieu. Là, ils ont maintenu des jus de pommes, d'abricots et de citron pendant 1 heure dans un contenant en inox. Et ils ont mesuré le taux de nickel qui passait dans l'élément. Et vous voyez qu'avec le jus de pomme, tout se passe bien. C'est pour ça que j'ai pris un jus de pomme ce matin. Hein. Et puis ensuite, suivant les aliments, le taux de nickel qui passe dans les aliments augmente de façon importante. Et de façon plus importante, plus c'est acide, notamment avec le jus de citron. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les aliments, vous avez aussi du nickel qui est présent, ne serait-ce que par l'histoire. Hein. On va le trouver dans le chocolat. Les épinards, il n'y a pas que du fer, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de fer, mais il y a plutôt du nickel, le jus d'ananas, etc. On va trouver ça, donc il y en a déjà dès le départ. Et donc l'acidité favorise la migration, ici pour le nickel. Et j'ai repris une vieille casserole. Hein. Autrefois, on utilisait casserole émaillée. Ce n'était pas si idiot que ça, parce que quand on utilise une casserole émaillée, on a plus de problème, évidemment, puisqu'il y a un revêtement céramique qui bloque la migration. Alors voilà le bilan de l'étude bibliographique. Donc les éléments qui sont susceptibles de réagir avec le milieu, fer, chrome, nickel, molybdène, tout ça, c'est les éléments d'alliage dans ces aciers. La nature chimique du milieu va effectivement jouer, hein, suivant le type d'acide. Je vous ai mis quelques exemples d'acide acétique dans le vinaigre, acide citrique. Les conservateurs, hein, le DTA par exemple, qu'on utilise comme conservateur. Les détergents, on s'est intéressé aux détergents aussi. Pourquoi ? Parce que l'inox, contrairement au plastique, on va le réutiliser, donc il faut le nettoyer. Merci. Et les paramètres physiques de cuisson sont importants. Alors soit c'est de la conservation à basse température, là on bloque plutôt les migrations. Par contre, on peut chauffer à plus haute température, jusqu'à 125 degrés en général, les températures de cuisson. Et puis souvent on travaille à basse température, mais avec des durées longues. Donc là, il y a des migrations qui sont possibles. Donc ça amène les travaux de recherche. Je vais vous donner 2 exemples de travaux de recherche. Avant ça, les moyens utilisés. On est parti de bacs d'inox. Il a fallu faire des prélèvements dedans et puis mettre ça dans les tubes à essai. Donc ça, c'est grâce aux moyens en GMP d'Adrien Caporel qui a
qui a une découpe laser qui a permis de découper des centaines de pastilles en quelques secondes, ce qui n'était pas négligeable. L'analyse chimique, donc Catherine, voilà, vous avez contribué à l'achat d'une microsonde. Donc, c'est une des premières analyses qui a été faite pour contrôler la chimie des matériaux. Et puis les éléments de trace, ça s'est fait avec le laboratoire EPOC. On analyse des quantités en microgrammes par kilo. Donc là, c'est de l'ICP qui est utilisé. Et puis des études expérimentales de corrosion avec des moyens développés par un enseignant de SCGM. Donc je vais vous présenter deux résultats maintenant. Donc la première étude, c'est l'étude de cinétique. Là, donc on force la corrosion. Vous regardez à nouveau les barres et qu'est-ce qu'on constate? Que la corrosion dans l'eau salée, elle n'est pas si marquée, bah, tant mieux. Et puis quand on va utiliser un produit oxydant comme la javel, là on dissout beaucoup le matériau. Donc là on ne sait pas quels sont les éléments qui passent dans la solution, on sait que le métal se dissout et de façon très importante. Et on se rend compte aussi que si on raye le métal, la dissolution est plus importante. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que quand on va réutiliser l'inox, on va le nettoyer, et ça va accélérer les réactions chimiques. Voilà, donc maintenant on sait que ça se dissout, et quels sont les éléments métalliques qui migrent. Voilà, donc là on s'est intéressé à 3 types d'éléments. C'est surtout le nickel, parce que le fer, après tout, le corps il en a, hein, c'est pas trop gênant. Le chrome, on ne sait pas trop les conséquences que ça a sur le corps humain. Le nickel, c'est un allergène. Voilà, donc là c'est une expérience qui a été faite avec de la sauce tomate. La sauce tomate est un outil qu'on utilise beaucoup pour les analyses. Cuisson à 110 degrés pendant 40 minutes. Et là, on a fait varier le taux de sel. Et on constate, donc en vert, si vous voyez la barre verte, c'est ce qu'il y a dans le matériau au départ. Vous voyez qu'on est systématiquement au-dessus. Pas beaucoup. Dans le cas du chrome, c'est assez important. Le nickel aussi, pour les solutions très salées. Juste ce que je voulais dire, c'est que finalement, on reste dans les normes. Elles sont définies, les normes. Pour que ça devienne dangereux, il faudrait manger une dizaine de kilos de sauce tomate par jour. Bon, personne n'en est là. Voilà. Et donc j'ai fini juste pour dire que voilà, cette étude, elle peut être étendue à d'autres domaines. On aime bien le vin en région bordelaise. Vous savez qu'on fait de la vinification non plus dans les cuves en ciment, mais dans les cuves en inox. La question, elle se pose. Le transport alimentaire aussi. Et puis, on voit de plus en plus de brasseries se développer qui utilisent aussi l'inox. C'est des milieux qui sont agressifs, donc la question se pose là-dessus. Voilà. Et merci pour cette tribune ce matin. Ça m'a permis de remercier les étudiants qui ont travaillé dessus, les collègues enseignants et le personnel BIATS. Voilà. Je m'appelle Diana Sarra de Cobos, je suis maître de conférence en études hispano-américaines à TechDeco Bordeaux et je suis chercheuse au laboratoire le CRIA à l'université de Nanterre, qui est un centre d'études équatoriennes. Et donc moi, je ne vais pas vous présenter des résultats, puisque c'est le point de départ de mes recherches actuelles, et je vais plutôt revenir sur comment je suis venue à m'intéresser au métal équatorien. Donc pour mes recherches, l'Équateur est mon sujet d'étude et je m'intéresse à la question du mal développement dans le pays. L'Équateur est un pays méga divers d'un point de vue biologique et un pays constitutionnellement considéré comme pluriculturel et pluriethnique. Mais un pays qui connaît une situation de pauvreté importante, des problèmes de dégradation, de détérioration de l'environnement aussi importante et un gros problème de répartition des richesses qui proviennent des ressources naturelles. Donc face à ce constat, en 2008, l'Équateur décide d'intégrer dans sa constitution, c'est très innovant, c'est la première fois dans le monde qu'on le fait, le concept du bien vivre. Qu'est-ce que le bien vivre? C'est un principe qui va régir les politiques publiques en Équateur dans le but d'avoir une société économiquement prospère, socialement juste et écologiquement équilibrée. Donc un chantier énorme pour un petit pays comme l'Équateur. Ce bien vivre, ce concept, il repose sur la philosophie indigène amazonienne du sumac causai. Donc pour les indigènes en Équateur, le but de toute vie humaine est d'avoir une vie harmonieuse. Et donc les Équatoriens ont souhaité, avec la Constitution,
intégrer ce principe-là. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux politiques publiques de matérialisation de ce bien vivre. Donc, j'ai travaillé sur l'économie sociale et solidaire, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société équatorienne et plus particulièrement sur tous les enjeux écologiques de cette constitution, notamment, et là encore une nouveauté, c'est le premier pays, l'Équateur, à intégrer dans sa constitution les droits de la nature. Donc là, ça va surprendre les juristes, mais la nature est devenue une personne juridique dans la Constitution équatorienne. Donc l'État doit garantir sa protection et sa préservation. Donc parallèlement, l'Association internationale d'équatorianistes a lancé un projet de recherche sur les expressions culturelles ultra-contemporaines et on m'a demandé d'intervenir. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon bien-vivre et les enjeux écologiques et la culture et l'art. Donc, en cherchant un sujet, je me suis posé la question, tout simplement, comment le bien-vivre pouvait s'exprimer dans l'art. Et là, je commençais des recherches sur plusieurs domaines, la peinture, la sculpture et la musique. Mais il y avait une petite intuition qui était orientée par aussi des goûts musicaux, puisque je savais que des groupes de métal, comme le groupe brésilien Sepultura et le groupe français que vous connaissez tous, Gojira, vous le connaissez puisqu'ils ont participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, donc ça a été assez intéressant de les voir sur la scène, une scène internationale comme ça. Ce sont des groupes qui revendiquent très fortement leur attachement à la protection de la nature. Donc je me suis glissée dans la musique équatorienne pour découvrir un groupe, Curare, donc le curare, qui prend cette attitude aussi vis-à-vis de la protection de la nature. Et donc là, j'ai commencé mes investigations à explorer, à chercher une base théorique, parce que voilà, il me fallait un corpus, il me fallait une base théorique pour développer cette réflexion. Et je me base sur ce qu'on appelle les Popular Music Studies, qui est disons une perspective pluridisciplinaire qui va prendre des théories sociologiques, linguistes, économiques et autres. Et en travaillant sur cette thématique des Popular Music Studies, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un super sujet. Et je me suis accrochée à ce sujet-là. Et donc, je l'ai proposé dans le cadre de mes recherches dans mon labo. Et donc, je continue à m'intéresser au métal équatorien. Et là, je me rends compte que oui, qu'il y a un lien évident entre cette musique considérée extrême, agressive, et cette volonté un petit peu de taper le poing sur la table, de dire oui, changeons. Ben justement, je reviens un petit peu au sujet qu'on a traité tout à l'heure sur l'inaction. Là, les revendications environnementales viennent du rock équatorien et du métal équatorien. Et cette musique, finalement, se prête très, très, très bien pour revendiquer une position contre un modèle. Vous allez peut-être me demander comment réussit l'Équateur à faire respecter sa constitution et le bien vivre. On n'arrive pas forcément, mais par l'art et par la musique, on voit que les jeunes cherchent à promouvoir d'autres valeurs. Et Curare, très rapidement, dans les 2 minutes qui me restent, Curare est pour moi vraiment un symbole parce qu'il réunit, et là c'est très intéressant, il réunit la tradition indigène par l'utilisation de la flûte de Pan, del charango, l'identité aussi afro-équatorienne par l'utilisation des percussions, et il mélange au thrash metal, au heavy metal, et on a un mélange fabuleux qui va mettre en évidence d'une part la richesse culturelle de l'Équateur et d'autre part utilise la musique comme outil de revendication environnementale. Donc ce sont les débuts de mes recherches sur le sujet que j'espère donneront des beaux résultats. Merci. Bonjour, je suis Mathieu Pedros, donc je travaille au département SEGM. Et également je suis à l'I2M, je suis référent de la plateforme transformation des matériaux plastiques et composites.
Donc là, je vais vous parler de recyclage des matériaux plastiques au département SGM. Donc ça, c'est une activité qu'on mène depuis très très longtemps, depuis le début d'SGM, notamment sous l'impulsion d'Olivier Manteau qui a instauré des travaux pratiques de recyclage, donc du déchet directement ménager jusqu'à la fabrication de nouveaux objets en polymère. Et également, il a mené aussi 2 thèses sur le recyclage des équipements électroniques, électriques et électriques aussi. Puis on a fait des actions sur de l'injection un peu de goodies à partir de matériaux recyclés. Ça, c'était dans les années jusqu'à 2010 environ. Et depuis, on a été souvent sollicité par des entreprises et des associations, des designers, mais des architectes, et même un label de musique techno. Donc les moyens humains qu'on a mis en place un peu pour développer ces projets, c'était avec des projets étudiants. Chaque année, on a 1 ou 2 projets étudiants qui vont travailler sur ces problématiques. On place même des étudiants en stage qui travaillent avec les entreprises ou les associations et qui font quelques essais chez nous sur tout le process de recyclage. Et pas mal aussi d'études en interne où c'est le personnel SGM qui a travaillé dessus. Donc les méthodes de recyclage, c'est quoi? C'est d'abord d'évaluer un peu les matériaux plastiques, via juste du marquage ou la spectrométrie infrarouge. Les méthodes de tri, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? C'est manuel, si c'est la flottaison, on le met dans l'eau ou on fait varier un peu la densité du liquide. Ou également la spectrométrie infrarouge. Les méthodes de broyage également, où on peut faire du déchiquetage ou du broyage sous forme de couteau. Ensuite, tous les moyens de transformation, comme l'extrusion, va venir homogénéiser la matière, densifier la matière, et puis l'injection d'éprouvettes pour venir tester les propriétés mécaniques du nouveau matériau qu'on va mettre en place. Hop, ça marche pas tout le temps. Donc, je vais vous faire un petit état des lieux des différents projets qu'on a eu au cours des années, là, comme un projet avec Elise Act sur le recyclage de gobelets plastiques. Donc gobelets plastiques, il y a 2 matériaux qu'on pouvait trouver. Vous avez bien vu qu'il y avait des gobelets qui étaient plutôt mous, d'autres qui étaient plutôt craquants. Donc ça, ce sont 2 matériaux différents, du polypropylène et du polystyrène. Et l'idée là, c'était de voir, lorsqu'on va faire ce tri des matériaux, est-ce que si l'un est pollué par l'autre, quelle influence cela va avoir sur les futures propriétés mécaniques du matériau qu'on va donner. Donc vous voyez qu'il y a du polypro dans lequel on a mis différents pourcentages de polystyrène. Vous voyez que les propriétés mécaniques en résilience vont baisser. C'est même beaucoup plus flagrant lorsqu'on va mettre du polypro dans du polystyrène. Là, c'était un projet qu'un bureau d'études nous avait donné pour étudier les déchets marins qui vont retrouver dans les ports tahitiens. Donc on avait 2 types de matériaux. On avait des cordes. Alors les cordes, c'est plutôt du polypro, ici. Et ce qui était étonnant, c'était de voir qu'un matériau qui était juste lavé était beaucoup plus résistant qu'un matériau bien lavé. Alors juste lavé, c'est-à-dire on avait laissé des coquillages dessus et donc ça venait renforcer un peu le matériau. Et ici, c'était voir le plastique venu des bouées qui avait été beaucoup altéré par son séjour dans l'eau saline de l'océan. Ici, on a travaillé sur des verres de lunettes. Donc il faut savoir que vos verres de lunettes que vous avez, eux, ils ne sont pas recyclables parce que ce sont des verres qui sont en matériaux réticulés. Mais par contre, lorsque vous allez choisir vos lunettes chez l'opticien, tous ces verres que vous voyez vont être jetés. Et ça représente quelques milliers de tonnes par an. Et tout ça, les opticiens, ils se retrouvent avec un volume énorme et ils savent pas quoi en faire. Donc, en ce moment, il y a quelques études. Donc, nous, on a étudié un peu
comment on pouvait réinjecter cette matière dans du PMMA qui est vierge. Donc quand on en met 10%, qu'est-ce qui se passe quand on en met 20%, quand on en met 50%, ou voir s'il y a des erreurs de tri, parce que des fois il y a une autre matière qu'on appelle du polycarbonate qui se retrouve dedans. Comment cette matière va altérer le PMMA que l'on a fait. Donc ça, c'était un peu pour la partie association et des professionnels quoi, du métier. Mais sinon, on travaille également avec des designers. Donc ici, par exemple, on a vu un projet où on recyclait les vinyles. C'est un label de musique, en fait, qui avait beaucoup de vinyles, des invendus. Il ne savait pas quoi en faire, donc il avait monté un projet avec des différents artistes pour faire une exposition autour de ces vinyles recyclés. Donc là, nous, on l'a mis sous forme de plaques, hop, et jusqu'à en faire cet objet-là. Donc on avait soudé plusieurs plaques, là, et l'artiste est venu percer avec des petits perçages, il était venu faire son œuvre d'art. Et puis ici, nous, on avait fait quelques compressions. Ensuite, on a eu un petit projet aussi avec alors c'était avec une association qui récupérait des jouets et des architectes qui voulaient faire des objets d'art à partir de cela. Et donc nous, avec des étudiants, voilà, on est venu écraser, quoi, venir compresser des jouets. Et eux, ils en ont fait du mobilier. Et voilà un peu tout ce qu'on a pu faire avec cette méthode de compression. Une presse à plateau chauffant, donc on met notre matière en granulé ou pas, ou en entier. Et donc voilà, ici on a travaillé avec sur les mégots de cigarettes. Donc le mégot de cigarette, c'est l'acétate de cellulose. On a fait des essais, mais c'est pas quelque chose à renouveler, c'est quand même assez toxique. Hein. Ici, c'était la table qu'on a fait avec les architectes à partir de jouets. Ici, ce sont une adhérente du Fab Lab qui a fait des bijoux à partir des déchets d'imprimantes 3D en PLA. Donc moi, j'en ai fait des plaques. Et à partir de ces plaques, elle est venue faire des découpes laser et elle a fait des objets. Et ils ont également créé des trophées pour Ubilab, je crois. Ici, on a travaillé avec l'I2M et le projet Imago. Donc c'était faire du mobilier à partir de chutes de production en polypro. Donc il y a beaucoup de paramètres à vérifier sur ce genre de... Lorsqu'on va fabriquer tout ça, voilà, on ne fait pas que compresser, il va falloir regarder l'influence de la température, l'influence du temps de séjour, combien de temps reste la matière dans notre machine, la vitesse de chauffe, la vitesse de refroidissement, l'influence de la pression, compression, dépression, disposition de la matière, la quantité de matière, l'influence du séchage également, parce qu'il ne faut pas laisser de l'eau dans la matière. Et tous nos moyens de contrôle sont donc des essais mécaniques, comme le choc, la traction. Et donc le visuel aussi, quel aspect ça rend. La cristallinité, les essais-feux, et puis on peut également faire du MEB. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Pierre Ramé, donc, je suis professeur d'université au département informatique de l'IUT et je fais ma recherche au Labri. Alors, je suis dans une équipe INRIA. Alors, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu à quoi correspond ce titre-là, mais je vais plutôt me concentrer sur les applications de ce que je fais plutôt que d'essayer d'expliquer vraiment le détail de mes activités de recherche. Effectivement, je travaille sur la partie calcul de performance, donc simulation numérique. Donc quand on parle de simulation numérique, généralement c'est parce qu'on veut faire on a des problèmes de physique qui sont compliqués à simuler ou à réaliser concrètement. Donc par exemple une explosion atomique qu'on ne veut plus faire, ou une réaction non contrôlée dans un réacteur nucléaire, ce genre de choses qu'on ne veut peut-être pas réaliser concrètement, mais on peut se poser la question, effectivement, comment ça va se passer si jamais ça s'emballe, ou si... voilà. Donc on peut simuler tous ces objets. Et donc on a besoin de calculs pour faire ça, donc on parle de calcul de performance, donc on a besoin de mettre en place des méthodes numériques spécifiques et puis de suivre l'évolution de ces supercalculateurs. Donc on a des machines à notre disposition maintenant qui sont capables de faire des milliards d'opérations à la seconde, 10 puissance 18 opérations à la seconde,
parmi les dernières machines qui ont été construites. Et donc il faut être capable de les exploiter correctement. Donc ça fait partie des enjeux de toute notre communauté HPC au Labri. Et puis en plus, il faut qu'on fasse des codes qui soient à la fois performants, donc qui vont être utilisés dans les bibliothèques de calcul. Il faut que ces codes-là soient performants et qu'ils soient également portables en fonction de l'arrivée de ces différentes architectures. Voilà. Puis il faut gérer la topologie réseau. Donc on a des supercalculateurs à notre disposition. Il faut être capable de gérer tout ça. Alors moi, ce que je fais concrètement, c'est un des morceaux de la simulation numérique, mais qui est souvent l'aspect un peu le plus chronophage d'un point de vue du temps de calcul. La complexité est relativement élevée. Des choses que tout le monde connaît. Donc on cherche à résoudre un système linéaire, tout bête. Mais beaucoup de simulations numériques, finalement, à un moment donné, après discrétisation, etc., finissent par devoir résoudre des systèmes linéaires. Alors des systèmes linéaires qui n'ont pas 10 inconnus ou je sais pas 3 inconnus comme on ferait à la petite école, mais qui ont des millions, des milliards d'inconnus, donc des milliards d'équations qui les couplent. Généralement, c'est pas un couplage complet, donc on va parler de matrice creuse. Donc matrice creuse, en fait, c'est un synonyme pour graphe, en fait, d'un point de vue objet, informatique en tout cas. On peut écrire un code de calcul qui fonctionne en quelques lignes de code, hein. Mais si on veut vraiment exploiter correctement la puissance de calcul des machines modernes, en particulier maintenant on embarque des GPU, on a des coprocesseurs graphiques, des TPU aussi qui sont tirés par l'IA. Donc tout ça, c'est des choses qui sont compliquées à exploiter, donc les codes de calcul deviennent vite complexes. On essaie de faire des choses qui sont quand même portables. Alors derrière, on est tiré par des applications plutôt équations dérivées partielles, mais maintenant que l'IA introduit un grand nombre de besoins en calcul, on répond aussi, l'algèbre binaire répond aussi à la problématique de faire fonctionner ces supercalculateurs pour entraîner des modèles de type réseau de neurones profond. Donc voilà, donc moi je développe un des solvers, il y a une dizaine dans le monde, il y en a un qui est le mien, qui s'appelle Pastix. Alors, je ne vais pas parler des différentes méthodes de résolution numérique, on essaie de couvrir différentes méthodes de résolution numérique. Par contre, j'ai mis quelques petites photos pour montrer les supercalculateurs. Je pense que vous avez tous déjà vu à quoi ça ressemble, hein. C'est un ensemble de machines connectées à travers un réseau, mais qui sont rangées dans des armoires. Et puis des armoires, on en a des dizaines, on a des rangées d'armoires, etc. Et quand on regarde finalement, il y a 20 ans ou 30 ans, ce qu'on a maintenant, esthétiquement, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. Le design est toujours le même. C'est pas très séduisant, mais c'est un centre de calcul. Les machines de cloud computing aussi ont le même design. Voilà, donc on a des méthodes de résolution à utiliser. Donc on a différents objets mathématiques à exploiter. Donc quand je dis résolution un système linéaire, ça veut dire aussi chercher des valeurs propres, etc. Enfin, c'est tout ce qui tourne autour de l'algèbre binaire. Alors, donc le logiciel que j'ai développé, il s'appelle Pastix, tout le monde peut le récupérer, il est en ligne. Il est utilisé pour faire différents types de simulations. Donc j'ai mentionné ceux avec qui on travaille encore. Donc il y a des codes, ce logiciel est en production dans des codes de simulation, comme celui avec le CEA qui est à Bordeaux, enfin le CEA CESTA, qui dépend de la DAM, hein, direction des applications militaires. Donc vous imaginez un petit peu ce qu'ils font derrière. Mais aussi dans des choses plus dans le domaine du civil, donc le CEA Cadarache avec le projet ITER, un réacteur à base de fusion, dont je parle un tout petit peu juste après, mais c'est aussi des gens qui ont besoin de calcul aussi pour faire la simulation, par exemple la prédiction météo, ou plutôt la climato plutôt que la météo, en particulier dans les travaux à qui je mène avec Météo France. Voilà, donc je vais montrer un tout petit peu à quoi ça peut servir. Donc par exemple, donc le projet ITER, c'est un réacteur qui est en train d'être construit à Cadarache, basé sur la réaction de physique de fusion qui permet de produire l'énergie, qui n'est pas la même que celle de fission qu'on a sur les réacteurs nucléaires classiques. Et donc c'est un prototype, hein, c'est quelque chose qui ça fait 20 ans qu'on cherche à construire cette machine en France. On parle de tokamak qui existe dans le monde. Et donc ça sera le plus gros, hein. Ça fait très très longtemps que les travaux ont été engagés sur cette construction. Il sera mis en œuvre un jour. Bon, pour l'instant, ça a pris du retard. Mais on peut quand même faire des expériences de simulation, donc de simulation numérique, qui vont montrer que les plasmas qu'on va mettre à l'intérieur de cette machine-là vont se comporter de manière correcte. Et on sait que les plasmas, dès qu'ils sont confinés dans un champ magnétique, ils ont tendance à avoir des petites éjections de plasma. Donc c'est ce qui se passe sur le Soleil, hein. Le Soleil, il y a des éjections de plasma qui se produisent régulièrement. Et donc, on sait que ça se produit. On a déjà fait des expériences de physique qui montrent que ça arrive. Et donc, on veut être capable de les contrôler. Et donc là, voilà, tous les physiciens travaillent à des codes
d'un point de vue simulation pour l'instant, à faire en sorte que cette réaction soit contrôlée et que le plasma ne va pas aller tout d'un coup se frotter au bord du réacteur. Il est confiné magnétiquement. Un plasma, par définition, il est chauffé à très haute température. Il endommagera de manière irrémédiable le réacteur si jamais il touchait le bord. Voilà. Donc il faut être capable de faire ce genre de choses. Donc voilà, on a fait ça avec les gens d'ITER. Autre exemple avec EDF, on a eu des thèses pendant plusieurs années. Donc là, c'est sur la partie fission, donc sur des réacteurs qu'on connaît tous, là, qui sont utilisés. Quand on injecte une barre d'uranium dans le réacteur, on entraîne une réaction de création de neutrons et d'emballement de la réaction. Et donc, du coup, voilà, c'est des travaux qui ont permis d'accélérer les simulations numériques qui sont là pour... en temps réel, en fait, dans les centrales, d'être capable de dire quand je vais injecter telle barre d'uranium, ça ne va pas s'emballer trop. On veut quand même que ça s'emballe un petit peu, mais pas trop. Et on va rester à un équilibre relativement stable. Voilà. Donc j'en ai d'autres, des expériences comme ça, donc des gens avec qui on travaille à Stanford sur les aspects plus compression. Donc ça faisait partie du titre de l'exposé. Je vais terminer plutôt sur mes objectifs scientifiques. Donc on sait que tous ces codes de simulation, ils ne passeront pas à l'échelle, on parle d'hexaflopique, le supercalculateur qui arrive, c'est 10 puissance 18 opérations par seconde, 1 milliard d'opérations. On sait que les codes qu'on a actuellement, ils ne passent pas à l'échelle. Voilà. Donc il y a encore des enjeux sur comment arriver à faire en sorte qu'on puisse exploiter ces machines. Et donc pour faire ça, on apporte des techniques, donc des techniques numériques, des techniques de compression hiérarchique en particulier, qui permettent de réduire la complexité de ces algorithmes pour pouvoir exploiter complètement la machine. Et puis il y a l'arrivée de l'IA aussi qui change les enjeux d'un point de vue type d'application. Donc c'est plus de l'algèbre linéaire standard, c'est plutôt des tenseurs. Mais quand on parle de tenseurs, finalement, tout ce qu'on sait faire sur les matrices à 2 dimensions, on peut le faire en multidimension. Voilà. Et puis, donc juste terminer avec ça. Donc il y a une machine qui va être construite en Europe. On a toujours été un petit peu à la traîne d'un point de vue calcul, mais par rapport aux Américains en particulier, aux Chinois et aux Japonais. Et donc le supercalculateur qui va être construit en Allemagne, il s'appelle Jupiter. Il va être mis en place là dans peu de temps. Et puis en France, on va en avoir un. Donc il était censé s'appeler Jules Verne. Et puis en fait, il va changer de nom, plutôt pour les aspects, j'imagine, de parité. Il va s'appeler Elris Lecoq, qui est une informaticienne qui a travaillé sur l'architecture parallèle à ses débuts, et puis qui, à la fin de ses travaux, elle est décédée il y a peu de temps, à la fin de ses travaux, qui s'est intéressée à l'IA. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ok, donc merci, mais tout d'abord, merci aux organisateurs de laisser la parole aux enseignants de langue pour parler d'une compétence que finalement nous devons tous maîtriser, que nous soyons scientifiques ou non scientifiques. Il y a quelques années, avec une collègue Sylvie Castet de TechDeco, Bastide, eh bien, nous avons réalisé que nous envoyions des étudiants dans des destinations assez lointaines. C'était avant le Covid et à ce moment-là, on a envoyé des étudiants en Russie, en stage. Et on s'est aperçu que ces étudiants n'avaient peut-être pas le bagage culturel nécessaire pour s'intégrer rapidement dans leur milieu, soit professionnel ou pour ceux qui allaient en études, de leur milieu éducatif. Et donc, nous avons décidé, alors je ne sais plus trop les dates, mais nous avons décidé de mettre en place un module ou un cours, on l'appelle comme on veut, dont l'objectif était de préparer les étudiants à la mobilité sortante, et que ce soit une mobilité stage ou une mobilité études. C'est un module qui est entièrement en ligne et qui est proposé à tous les étudiants de l'IUT de Bordeaux. Et en fait, c'est un module qui évolue énormément. Et nous sommes partis de 2 enseignants au départ, donc Sylvie et moi. Sylvie a été remplacée par Diana, ici présente. Et on se retrouve maintenant, alors je ne veux pas dire je me retrouve, mais on se retrouve tous les deux à la tête d'une équipe forte de 19 enseignants. Et nous accueillons cette année, je crois, presque 300 étudiants qui vont participer à ce module. Donc c'est une vraie aventure. Parce que finalement, 20 enseignants, c'est la taille d'un département. Et nous gérons les collègues et aussi les étudiants.
Ce module ouvert à tous. Et en fait, donc on aborde des thématiques, deux thématiques qui sont obligatoires, et vous allez voir après en fonction de la mobilité choisie par l'étudiant. Une fois que les équipes sont constituées, ce sont des équipes de 3-4 étudiants, une fois qu'elles sont constituées, elles ne bougeront pas. Et surtout, on essaie que cela fonctionne bien. Donc, il y a des enseignants. Ici, les enseignants, ils sont plus considérés comme des facilitateurs. On essaie d'organiser des rencontres entre l'encadrant et les étudiants pour voir si tout se passe bien. Et en fait, en termes de méthode pédagogique, eh bien, c'est assez bizarre de mettre ces deux mots ensemble qui sont autonomie et travail de groupe, mais il y a en effet toute une partie en autonomie et en travail de groupe, puisque vous allez voir après que les étudiants doivent rendre des livrables et surtout les présenter. Rapidement, le calendrier, c'est un calendrier qui est très compact, puisque nous venons de commencer et ça se terminera en janvier. J'ai parlé d'évolution tout à l'heure, mais c'est vrai que lorsqu'avec Sylvie, nous avions préparé ce module pour les étudiants de Tech2Co, qui partent en mobilité obligatoire, et de mesures physiques aussi, qui partent en mobilité obligatoire. Et donc, on se disait, jamais on pensait que ça allait évoluer ainsi, et maintenant, c'est même proposé en AOP, donc c'est pour ça que je dis que c'était ouvert à tout le monde. Donc, le calendrier ici, présent, donc très rapide, vous voyez que ça a commencé. On a commencé là très récemment avec la clôture des vœux début octobre et fin janvier, ça sera terminé pour tout le monde. Donc ça demande pas mal d'adaptation, il faut être agile, ça c'est sûr, et il faut réagir très vite à toutes les demandes et sollicitations. Donc le travail des équipes, vous voyez, c'est assez strict, hein, puisqu'on a eu, lorsqu'on a commencé, on a essuyé les plâtres avec des remarques d'étudiants qui disaient « Ah mais j'ai déposé mon dossier sur Moodle, mais vous ne l'avez pas eu, c'est bizarre, pourquoi ?» bon, etc. Donc maintenant, avec l'expérience, on a cadré. Le fait que ça soit une AOP aussi, je pense que ça nous a permis de recadrer cadrer les choses. Et c'est vrai que les étudiants ont ce support sur Moodle et ils voient que, 23h59, voilà, même si ça arrive à minuit 2, ils ont après tout le temps de le déposer, mais vous connaissez les étudiants ou vous connaissez vos collègues, on pousse jusqu'au dernier moment. Donc, en fait, on a deux thématiques qui sont proposées pour préparer les étudiants, mais la première, elle n'a rien d'extraordinaire parce que je vois dans la salle des gens qui... peut-être à peu près mon âge. Et nous, lorsque moi j'étais collégien, en tous les cas, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui nous proposaient d'avoir des correspondants. Et les correspondants, c'était déjà une première forme d'internationalisation, sauf qu'à l'époque, on n'utilisait pas ce terme. Donc, on a tous fait, lorsque vous étiez plus jeune, des exposés aussi sur des pays. Et en fait, le premier module, il n'a rien de... Enfin, franchement, on révolutionne pas du tout l'enseignement des langues, mais ça permet comme déjà aux étudiants de se poser des questions sur la culture du pays d'accueil. Parce que c'est vrai que lorsqu'on va dans un pays que l'on parle anglais, on va parler anglais en Espagne, mais finalement, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience? Si ce n'est qu'on a parlé anglais, oui, c'était sympa, on était en Espagne, il a fait beau, mais voilà. Donc, l'objectif est quand même de préparer nos étudiants à déjà se poser des questions sur la culture et loin des clichés, parce que je sais qu'en Espagne, on mange de la paella et qu'en Allemagne, on boit de la bière, mais il faut aller au-delà des clichés. Et ça, c'est un travail qui est fondamental et c'est pas simple du tout. Comme nos étudiants font des mobilités, soit stage, soit études, ils se positionnent dès le départ. Et si les étudiants font une mobilité stage, ils vont réfléchir sur ce genre de thématique. Et une fois qu'ils auront réfléchi et travaillé, ils feront une présentation aux collègues. Et cette présentation, elle se fait soit avec un PowerPoint ou soit avec un autre format qui est un one-pager. Et le one-pager, c'est ce que vous avez vu au départ, où finalement les étudiants sont en live, font une présentation live devant
l'enseignant. La thématique 2, eh bien, c'est sur mobilité études. Qu'est-ce que ça veut dire être étudiant en 2024 dans le pays d'accueil, avec les thématiques qui sont proposées ici. À chaque fois, nos étudiants doivent faire une partie qui est très importante, qui est souvent négligée, qui est la partie reflection. Parce que cette partie, souvent, lorsqu'on est enseignant, on crée un cours, on monte un cours, jamais on prend le temps de réfléchir, est-ce que ça a marché ou pas? Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et on demande la même chose aux étudiants. Ce projet, en fait, ce module, donc on se met tous autour d'une table. Je trouve que c'est compliqué parfois, mais on arrive à des grilles d'évaluation communes. Vous imaginez que nos étudiants ils viennent de tous les sites, et donc on doit avoir, pour mesure d'équité, on doit avoir une grille commune qui est présente ici. Je termine par juste la nouveauté de l'année. En fait, pour 2024, depuis le début avec Diana, on essaie tous les ans. Je suis élu dans une association européenne qui est l'EAIE, qui me permet de rencontrer des gens. Et donc, eh bien là, on a un collègue catalan qui s'est montré intéressé pour inclure ses étudiants. Donc, pour le coup, là, les étudiants vont pratiquer l'interculturalité. Et donc, on a ce collègue qui a inscrit ses étudiants, qui s'est proposé pour être encadrant. Et je terminerai juste par le projet 2025. Le projet 2025, parce que les projets ont toujours... Voilà, il faut avancer. Donc, on aimerait faire ces présentations en live. Et surtout, maintenant, je reviens à la science, c'est comment, finalement, on peut parler interculturalité et science. Comment on peut inclure ça dans des disciplines scientifiques. Donc ça, c'est un gros challenge. Et voilà, je termine avec la présentation. Merci.